Il pleure tout le temps. Il fait encore un caprice. Il n'est jamais content. Oh, quel enfant colérique! C'est un enfant tyrannique. Autant de phrases que l'on a déjà entendues à propos de nos enfants et qui parlent de leurs émotions. Je suis Marine, maman, belle-maman et éducatrice spécialisée. Bienvenue dans cet épisode numéro 10 du podcast Marine, maman éducatrice. Nous parlons aujourd'hui des émotions de nos enfants. Quand on voit la difficulté que nous avons, nous, adultes, à identifier et gérer nos émotions et celles des autres, on se dit que pour nos enfants, ça ne doit pas être simple non plus. Et plus tôt nous accompagnons nos enfants dans la découverte de leurs émotions, plus tôt ils peuvent les dompter et s'en servir. Alors la première question à se poser, c'est mais une émotion, c'est quoi ? J'aime particulièrement une vieille définition du 19e siècle de William James. Elle dit que l'émotion est notre perception des modifications qui surviennent dans notre corps. Parce que oui, une émotion, elle s'inscrit sur plusieurs plans. Le plan physiologique, on peut avoir par exemple, selon l'émotion vécue, une augmentation de la sudation, une augmentation ou une diminution du rythme cardiaque, un système digestif qui peut aller jusqu'à s'arrêter par exemple. Il y a également un paramètre comportemental. On va par exemple s'immobiliser ou au contraire se mettre en mouvement. On va avoir également une expression faciale et parfois même vocale. Et il y a ensuite toute la perception interne et subjective que l'on peut en avoir en lien avec les expériences passées, qu'elles soient donc liées à nos souvenirs ou bien à des choses que l'on a pu nous apprendre et nous enseigner. Il est à noter que l'émotion est humaine et donc universelle. Absolument toutes les cultures expriment leurs émotions, tout simplement parce que les émotions, les 6 grandes émotions primaires, stimulent la même partie du cerveau. Les différences que l'on va percevoir sont ensuite justement sur les manifestations physiologiques et les différences hormonales qui découlent de ce traitement de l'émotion. Les 6 grandes émotions primaires sont universelles avec des expressions faciales inconscientes, involontaires, communes à absolument toutes les cultures. C'est l'expression volontaire qui va en fait différer selon le pays et la culture dans laquelle vous avez grandi ou de laquelle vous êtes entouré. En effet, une femme française ne va pas du tout exprimer la douleur de la même manière qu'une femme japonaise par exemple, tout comme un Américain ne va pas exprimer sa joie de la même manière qu'un Australien. Vous voyez l'idée. Ces 6 émotions primaires sont la peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût et la surprise. Cette dernière émotion, la surprise, est parfois un peu mise de côté parce que c'est une émotion passagère, nous allons en parler. Les premiers pas dans la gestion des émotions, avec les tout petits, déjà dès quelques mois avant même l'installation du langage, c'est l'identification en fait de ces émotions. Il faut être vigilant parce qu'il y a plusieurs outils possibles, mais que à ce stade-là de l'apprentissage, ce sont des choses tout à fait subjectives. On va par exemple verbaliser dès les premiers mois, dès les premières semaines, l'émotion et le sentiment que l'enfant semble avoir. Et je dis bien semble avoir puisque notre regard d'adulte et notre passif vient impacter la manière dont nous le percevons. Il peut donc y avoir une différence entre ce que l'enfant ressent, ce que l'on pense qu'il ressent et donc le mot que l'on met dessus. Mais en tout cas, cette verbalisation par l'adulte du sentiment va pouvoir venir poser un premier vocabulaire. Il est important également, les premiers mois et même jusqu'à l'apparition du langage, de ne pas poser la question à l'enfant: est-ce que tu es triste ou est-ce que tu es en colère ? Parce qu'alors, pour lui, les deux mots vont se rejoindre et risquent d'avoir un sens similaire, le sens de ce qu'il est en train de ressentir. En grandissant, quand l'enfant va commencer à s'intéresser à des supports visuels, on peut également associer des couleurs ou des images à ses émotions. Nous sommes encore une fois dans l'étape de l'identification. Plusieurs outils existent, vous pouvez tout à fait créer les vôtres, mais voilà, dans les premières années, vers 2-3 ans déjà, on peut commencer à utiliser la météo intérieure de Manon Jean par exemple, qui est un outil très simple et visuel et qui vient mettre en perspective ce qu'est une émotion. Ou vous avez sinon des cartes avec les personnages qu'aiment nos enfants. Je pense par exemple aux cartes émotions de Lou, d'Oriane Lallemand et Léonore Thuillier, qui sont des cartes très bien faites, colorées et qui expriment tout un panel
panel d'émotions. Là encore, au début, vous pouvez tout à fait sélectionner seulement les 6 émotions primaires et attendre bien sûr que celles-là soient maîtrisées avant d'aller affiner le vocabulaire avec des variations de ces émotions, bien des mix. En grandissant, c'est la deuxième étape, il va falloir faire le lien entre l'émotion vécue et l'événement qui l'a provoqué. Donc faire le lien entre l'antécédent et le comportement de ressentir l'émotion. Ce sont des choses à mettre en mots sur le moment, quand l'enfant le ressent, quand vous êtes sûr de ce qui a provoqué cette émotion, ce sentiment, mais également sur des temps calmes, paisibles, de jeux symboliques, où on peut par exemple faire que la poupée est triste quand sa copine repart chez elle, l'ourson qui est content de retrouver sa maman, un oiseau qui a peur du chat. Tous ces jeux symboliques et ces scénarios sociaux peuvent se baser sur des événements que l'enfant a déjà vécus. C'est en tout cas bien plus pertinent pour lui parce qu'alors il va pouvoir faire du lien avec son propre émotionnel et encore une fois venir lier le vocabulaire au ressenti. Alors je ne l'ai pas dit avant, mais bien sûr, parlez également de vos sentiments. On en parlera dans le prochain épisode, mais comme d'habitude, montrez l'exemple. Si en tant qu'adulte vous montrez que vous ressentez certaines choses, alors c'est ok pour l'enfant de les ressentir aussi. Et vous pouvez tout à fait utiliser des situations que l'enfant a pu observer pour expliquer aussi le sentiment que vous avez vécu et le pourquoi ce sentiment-là. Encore un peu plus tard, quand l'enfant va continuer à grandir, que le vocabulaire va s'étoffer et que ce fameux lien antécédent-émotion va pouvoir s'affirmer, on va pouvoir, dès que l'enfant a accès à la théorie de l'esprit, différencier soi et autrui. Ce que moi je ressens dans une situation n'est pas forcément ce que l'autre ressent dans une situation. Alors pour ça, on va passer par des jeux symboliques encore et des scénarios sociaux pour des situations à venir ou des situations déjà vécues. On va également pouvoir poser la question à l'enfant de comment te sentirais-tu si, comment l'autre pourrait se sentir si. Si vous regardez des dessins animés, par exemple, vous pouvez tout à fait, de temps en temps, poser la question à l'enfant, qu'est-ce qu'il ressent le personnage là maintenant? Vous verrez que c'est un entraînement qui est extrêmement intéressant de pouvoir percevoir l'émotion d'autrui parce que ça va aussi façonner et conditionner notre manière de communiquer à l'autre. Nous n'échangeons pas de la même manière avec quelqu'un d'extrêmement joyeux ou avec une personne tout à fait déprimée. Identifier ce sentiment-là chez l'autre va donc venir enrichir le répertoire comportemental de notre enfant. Et enfin, pour des enfants qui ont déjà une certaine maîtrise de l'écrit ou du dessin, on peut venir également faire la météo intérieure. Alors en se basant sur l'outil de Manon Jean ou en utilisant un simple cahier dans lequel l'enfant va pouvoir écrire ou symboliser régulièrement, tous les jours, pourquoi pas même 2 fois par jour, l'émotion qu'il vit dans l'instant. L'enfant va ainsi voir que l'émotion évolue comme l'émotion des autres évolue. Et ce n'est pas parce que maman ce matin était fâchée quand j'ai encore cassé la tasse que maman sera fâchée tout le temps. Ce n'est pas parce que hier ma sœur était triste d'avoir perdu sa poupée que ma sœur sera triste tout le temps. Ce changement là possible dans l'émotion de soi et d'autrui va permettre également de déculpabiliser l'enfant sur certains comportements ou sur certaines situations qu'il aurait pu vivre. Alors un peu plus tard, on va pouvoir parler des raisons de cette émotion. Parce qu'une émotion, c'est avant tout une information sensorielle fournie par l'intérieur du corps. On va faire cette étape-là avant même de parler des conséquences de l'émotion, puisque en connaissant la raison, on peut alors mieux adapter son comportement. Donc, j'ai simplement repris les 6 émotions primaires et en allant chercher, ne serait-ce que physiologiquement, ce que ça déclenche, alors on a des informations tout à fait précises sur la fonction de cette émotion, de ce sentiment. Par exemple, la peur vient nous informer d'un danger ou d'une menace réelle ou potentielle. Elle permet au corps de se préparer à une action, généralement une action de fuite pour préserver sa vie, on parle vraiment d'instinct dans cette situation, toutes les émotions primaires d'ailleurs. Une fuite ou parfois une action, alors de type attaque, mais en tout cas quelque chose d'actif. Du côté de la colère, on va être autour d'un besoin qui n'est pas assouvi, et notamment un besoin de protection de notre intégrité physique ou psychologique. Par exemple, quelqu'un qui va se sentir agressé ou quelqu'un qui va avoir un fort sentiment d'injustice va venir exprimer de la colère ou en tout cas ressentir de la colère parce que ça met
qu'il est en danger. Et ça l'insécurise totalement. C'est tout à fait l'inverse de la joie. La joie, au contraire, on est dans l'expression d'une satisfaction, d'un bien-être et d'une sécurité intérieure. Et toutes les hormones que ça va provoquer chez nous vont en fait être des hormones de type drogue qui vont nous pousser à reproduire les conditions dans lesquelles on a ressenti cette joie, donc dans lesquelles les hormones du plaisir se sont produites pour retourner dans cette situation qui nous est bénéfique. Alors la tristesse, on est encore sur quelque chose d'un peu différent. Elle est liée à une perte, à une déception, à une impuissance, à une envie qui n'est pas satisfaite et non pas à un besoin pas satisfait. Quand un besoin n'est pas satisfait, c'est la colère qui prend le relais. On parle vraiment là d'envie. Et la tristesse, elle va être le signe d'un cheminement psychologique qui n'est pas encore abouti. Un sujet qui vous rend triste est un sujet sur lequel vous avez à réfléchir, à travailler, à progresser, à évoluer en tant qu'être humain. Le dégoût, alors il y a 2 formes de dégoût. Là je vais vraiment parler de l'émotion primaire et donc instinctive, qui va être le dégoût sur le plan sensoriel, qui va être l'information que nous donne notre corps qu'un élément est nuisible. L'exemple que je donne le plus souvent est celui des nausées pour les odeurs des femmes enceintes. Pendant ma propre grossesse, toutes les odeurs qui me gênaient, qui ont pu me donner des hauts le cœur, étaient des odeurs de choses néfastes pour moi ou pour mon bébé. Ça va être des choses aussi simples que l'odeur de la pomme de terre crue. J'avais horreur de cette odeur-là, à en vomir, à ne pas pouvoir éplucher de pommes de terre. C'est parce que la pomme de terre crue est effectivement nocive. C'est un produit que l'on ne peut pas consommer. De la même manière, des odeurs de renfermé ou des odeurs de moisissure qui nous gênent et qui peuvent provoquer un sentiment de dégoût chez nous parce que la moisissure est quelque chose qui peut potentiellement être toxique pour notre corps. Donc le dégoût, c'est vraiment ce petit élément-là que nos autres sens nous donnent et nous rapportent pour nous protéger. Et il y a enfin cette 6e émotion primaire qui est la surprise. Alors c'est une émotion très brève qui permet en fait au corps d'analyser l'environnement. Et c'est un temps pendant lequel le corps se prépare à n'importe quelle réaction, puisque suite à la surprise va toujours enchaîner une autre émotion. Un enfant à qui vous offrez un cadeau va pouvoir avoir d'abord un sentiment de surprise et ensuite une émotion de joie. Quand quelque chose vous tombe dessus, vous allez d'abord avoir un sentiment de surprise et après un sentiment de peur ou de colère si vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui vous a jeté un objet. Mais en tout cas voilà, cette surprise-là est extrêmement brève, extrêmement passagère et va venir préparer le corps à une autre réaction. Tous ces indicateurs vont nous permettre d'adapter notre comportement à la situation émotionnelle que l'on vit. Et c'est justement sur la manière dont on va réagir que l'on va parler maintenant. J'aimerais repréciser que avoir un sentiment, avoir une émotion, ressentir une émotion est un fonctionnement tout à fait instinctif, inconscient, dont la première étape est d'accueillir et d'accepter cette information comme n'importe quelle autre information sensorielle. À aucun moment vous allez rejeter une odeur par exemple, ou à aucun moment vous allez rejeter une information visuelle. En gardant ça en tête, vous allez du coup bien comprendre que la réaction de notre enfant n'est pas contrôlée. Alors la première chose à lui transmettre, c'est d'accepter. C'est ok de ressentir de la peur, de la colère, de la joie, de la tristesse, du dégoût ou de la surprise. Ça nous donne des informations et ce sont ces informations-là qu'il faut accepter et recueillir. Ensuite, on va pouvoir bien lui rappeler de verbaliser ce qu'il vit mais également ce dont il a besoin. Parce que c'est en répondant à son besoin, que ce soit un besoin de calme, de sécurité, d'intimité, que la vague émotionnelle, voire même la tempête émotionnelle dans laquelle il se trouve va s'apaiser. Et je vous promets qu'elle s'apaise toujours. Encore une fois, une émotion est une réaction de notre corps et le corps est bien fait. On ne peut pas être en colère pendant des dizaines et des dizaines d'heures successives. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas être joyeux en permanence parce que ce sont des réactions corporelles bien trop importantes et bien trop intenses, d'où la variation. On va venir créer un passif positif avec une émotion quand on va répondre aux besoins qu'elle exprime. Alors face à certaines réactions excessives, on peut proposer, toujours sur des temps de calme bien sûr, des petits jeux, ça peut être des jeux de rôle, de théâtre, où on va par exemple mimer la manifestation de l'émotion et proposer à l'enfant de trouver ses propres comportements pour exprimer son émotion. Parce que ce sont des choses tellement internes et subjectives que l'on ne peut pas imposer une manière de faire qui ne correspondrait pas en fait à notre enfant. On va venir lui proposer d'exprimer son émotion de sa manière ou de ses manières, surtout pas
réprimer cette émotion-là et surtout en venant choisir un comportement qui n'a pas les inconvénients perçus par la société. Dans les propositions que peuvent faire les enfants, il va y avoir des choses extrêmement variées qui va dépendre de ce que l'enfant a pu voir et observer dans son environnement, de son imaginaire, des différents contextes dans lesquels il évolue. Par exemple, pour traiter des réactions face à la colère, certains vont choisir un coussin sur lequel taper, d'autres vont avoir de préférence une boîte dans laquelle ils vont enfermer la source de leur colère écrite sur un bout de papier ou même déchirée. D'autres encore vont préférer de la musique ou de la solitude et d'autres vont avoir besoin d'aller courir ou de bouger. Pareil pour la joie, il y a autant de manifestations de joie qu'il y a d'enfants. Certains vont sauter, danser, d'autres vont avoir besoin de serrer dans leurs bras, que ce soit un adulte, un camarade, un coussin. D'autres encore vont crier ou pleurer. Très souvent d'ailleurs, on peut avoir plusieurs de ces comportements-là suite à une émotion vécue. Alors si le comportement choisi par l'enfant ou exprimé par l'enfant est stigmatisant en société ou n'est pas admis dans un environnement, il peut être judicieux de soumettre à l'enfant de demander à s'isoler pour exprimer son émotion. Par exemple, un enfant qui saute pourrait demander à aller aux toilettes, par exemple, pour pouvoir aller calmer son stress, son angoisse, son anxiété, donc qui est un sentiment de peur, dans les toilettes en allant sauter un petit peu. Ça peut être des petites astuces à donner à vos enfants. À nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'accompagnants, d'accepter aussi ces temps-là de retrait dont peuvent avoir besoin les enfants que l'on accompagne. N'hésitez pas à proposer plusieurs outils à l'enfant. Plus son répertoire sera riche, plus il aura de choix à adapter en fonction du contexte, mais également de l'intensité de l'émotion qu'il est en train de vivre. Mais ça reste un choix de l'enfant que d'exprimer son émotion d'une manière ou d'une autre. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous n'avons pas abordé aujourd'hui la question de comment réagir face à l'émotion d'autrui. Ce sera la semaine prochaine dans l'épisode numéro 11 sur nos émotions d'adultes, puisque c'est le principe d'imitation qui nous guidera dans cette situation-là. Nous n'avons pas non plus parlé des 20% de la population qui sont des hypersensibles émotionnels. Ça mériterait d'en faire un épisode à part, pourquoi pas avec un témoignage d'une personne hypersensible, je pense que ça pourrait être très riche, ou en faire un article de blog. En parlant du blog, marinemaman-éducatrice.com, tu y trouveras un article avec des visuels d'outils de gestion des émotions, y compris les outils dont j'ai pu parler dans ce podcast aujourd'hui. Parce que parfois, une image a plus d'impact et nous parle plus que des mots. Je te laisse aller visiter le site et nous dire en bas de l'article ou en commentaire ce que tu as pu en penser. N'hésite surtout pas à donner ton avis ou toi aussi à partager les outils que tu as pu mettre en place dans ta maison, dans ta classe ou dans n'importe quel environnement où tu accueilles des enfants. Merci d'avance de partager tout ça avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine dans l'épisode 11 autour des émotions de l'adulte. En attendant, n'hésite pas à mettre 5 étoiles ou à nous laisser un petit pouce. Si tu es sur YouTube, je te dis à bientôt sur le podcast, sur la chaîne ou dans la vie réelle.